Voilà, deuxième partie du cours sur les traumatisés crâniens. Aujourd'hui, on va aborder les traitements au sens large. N'hésitez pas une nouvelle fois à m'interrompre si vous avez la moindre question. Alors, c'est un peu la diapo récapitulative de l'attitude mondorienne concernant un peu l'incrémentation thérapeutique face à un patient qui présente une hypertension intracrânienne, et on va détailler les différents aspects de ces paliers thérapeutiques. Vous voyez que le... Alors, il y a même avant l'évacuation chirurgicale, la prise en charge préhospitalière, ce sera juste la diapo d'après. Mais il y a trois grands axes, en fait, il y en a quatre, puisque un patient qui a un traumatisme crânien, il faut évidemment toujours se poser la question de s'il y a moyen d'avoir une chirurgie évacuatrice de l'événement causal de l'HTIC supposé du malade. C'est le prérequis. Si un patient a un extradural qui pousse, vous avez beau faire la meilleure réanimation possible, contrôler vos axos aussi proprement que vous le puissiez, gérer l'hémodynamique cérébrale en fonction d'autorégulation des mécanismes d'autorégulation liés au métabolisme. Bah, si vous évacuez pas l'extra, ça va pas le faire. Il y a le principe du contrôle de la pique. Donc la valeur absolue de la pique, on a un peu abordé lors des diapos précédentes. Est-ce que c'était le chiffre de pique ou la durée passée au-delà d'une certaine valeur, voire même sur des pics pas forcément hyper élevés. La question de la pression de perfusion cérébrale, donc là on se rapproche plutôt du Rossner, contrôle de la pique plutôt sur le Lunt. Hein. Et puis dans les agressions cérébrales d'origine centrale, on a dit que tous ces processus, notamment d'œdème vasogénique, qui vont pérenniser l'HTIC, l'idée c'est de savoir comment est-ce qu'on peut faire pour éviter l'extension de ces lésions, limiter ces agressions cérébrales d'origine centrale. Mais avant même d'arriver à l'hôpital, il y a la prise en charge toute initiale que les urgentistes ici présents auront à gérer en préhospitalier. Face à un traumatisé crânien grave, c'est un papier des années 90, voilà, 93, Journal of Trauma, Chestnut, c'est classique. Il y a deux paramètres fondamentaux qu'il va falloir impérativement contrôler, puisqu'on sait qu'ils sont très fortement associés à un plus mauvais outcome. C'est celui de l'hypotension artérielle. Et je crois que c'était une systole, voilà, c'est ça, une systole inférieure à 90 mm de mercure, et celui de l'hypoxémie, qui était ici une PO2 inférieure à 60, ou de la cyanose, alors ouais, évidemment de la cyanose, ou un patient qui est en arrêt respiratoire, apnée. Ok, donc ces paramètres-là sont fondamentaux. Donc un patient traumatisé crânien grave en préhospitalier, vous allez avoir comme objectif absolu de lui maintenir une pression artérielle systolique relativement élevée, voire même, aujourd'hui on dit qu'il faut une pression artérielle moyenne à combien quand on a un TC grave en préhospitalier, quand on n'a pas encore le contrôle de la pique? Je n'ai pas entendu. Pression artérielle moyenne, on est plutôt 75-80, à 1 mm de mercure. Pas d'hypoxémie. Un monitorage de l'ETCO2 quand le patient sera intubé, parce que votre TC grave qui a un Glasgow inférieur ou égal à 8, il sera intubé. Vous monitorerez le TCO2 avec comme idée celui de l'hypoventilation alvéolaire à éviter à tout prix. Voilà, donc pas d'hypoxémie, pas d'hypotension, deux messages importants. Donc la chirurgie, elle est fondamentale, et faire du traumatisme crânien, c'est avoir une discussion étroite et une relation étroite avec l'équipe de neurochirurgie, puisque c'est des discussions qu'on prend conjointement à la faveur de l'état clinique du malade, de l'examen du Doppler transcrânien, de l'aspect scanographique, de l'évolution, de la réponse à certaines thérapeutiques, notamment à une ligne d'osmothérapie, si par exemple il y avait une anisocorie. Il y a des indications qui sont peu discutables, celui de l'extradural symptomatique. On peut tout à fait avoir un extradural asymptomatique, et parfois en fait il ne faut pas forcément les opérer. Mais un extradural symptomatique, il faut l'opérer. Des sous-dus qui sont volumineux et qui exercent un effet de masse avec une déviation de la ligne médiane, c'est souvent assez consensuel qu'il faut les opérer. Les plaies crânio-cérébrales, rappelez-moi ce que c'est qu'une plaie crânio-cérébrale, on l'a dit la dernière fois. Une plaie du scale associée à une fracture de la tablette osseuse et une suspicion de la plaie d'une lésion de la dure mère. Donc plaie crânio-cérébrale, là on fait une antibioprophylaxie.
hein. La base du crâne avec l'autolicorée, la rhinolicorée, on oublie l'antibioprophylaxie, mais la plaie crânio-cérébrale, on fait une antibioprophylaxie et on va au bloc opératoire pour faire parage, lavage, suture de la dure mère. Et puis, bon, l'hydrocéphalie aiguë, ok. Et puis après, euh, chez le traumatisé crânien, on est sur de la nuance de gris. Et c'est là où la discussion avec l'équipe neurochirurgicale a toute son importance. Et donc on prend en compte les différents paramètres que je vous ai évoqués précédemment. Euh, et puis, faut dire les choses, il y a aussi la sensibilité des uns et des autres, c'est-à-dire qu'il y a des équipes neurochirurgicales et des équipes de réanimateurs qui sont plus à même d'avoir une stratégie très agressive, d'autres qui vont être plutôt à limiter tôt. Là, c'est l'être humain qui est là-dedans et l'expérience de l'humain. Et donc, c'est pas tout blanc ou tout noir. Donc, on travaille en équipe et c'est ça le plus. Le tout, c'est d'en discuter et d'arriver conjointement à une stratégie thérapeutique uniciste, sachant que les choses ne sont pas gravées dans le marbre et qu'une absence de prise en charge neurochirurgicale à la phase toute initiale peut être conditionnée en disant, voilà, en fonction de la réponse à telle ou telle thérapeutique, on pourra éventuellement aller, par exemple, à la DVE. Ensuite, sur le plan des traitements, si on détaille un petit peu les paliers de prise en charge, dans le palier 1, vous avez vu que c'est la sédation. Palier 1 renforcé, c'est une sédation avec plusieurs hypnotiques. Et donc là, c'est quoi l'objectif? On joue sur quoi? Voilà, on joue sur le couplage métabolique et sur la CMRO2, avec des hypnotiques qui vont avoir une action plus ou moins importante sur la CMRO2, aboutissant in fine à une baisse du débit sanguin cérébral et à une baisse de la pression intracrânienne. Et alors je vous dis que les hypnotiques n'ont pas tous le même effet sur le plan de la CMRO2. Vous avez le métabolisme, la dose des différents hypnotiques en abscisse et la CMRO2 rapportée au débit sanguin cérébral en ordonnée, avec les bosodiazépines où vous voyez qu'il y a un effet plateau, donc ça on le sait, au-delà d'une certaine dose de bosodiazépine, les récepteurs sont tous activés, plus de médicaments ne va pas avoir plus d'effet. Le propofol, après quand on est en burst suppression, effectivement, là, il n'y a plus tellement d'intérêt, mais pour le coup, si on n'est pas encore en burst suppression, on peut monter les doses. Vous voyez que la kétamine, on en parlait la dernière fois, a une action sur le métabolisme cérébral, baisse la CMRO2, hein. Et puis à l'extrême, hypnotique intraveineux, baisse de la CMRO2, quelle molécule? Le thiopental. À l'extrême, le thiopental qui est indéniablement le plus puissant pour créer un silence électrique cérébral, mimer une mort cérébrale clinique, puisque imprégné en thiopental, le patient sera en mydriase bilatérale, réactive, il n'aura pas de réflexe du tronc. On va observer fréquemment chez nos patients, c'est un sujet d'étude en cours, du diabète insipide lié au thiopental. Ok. Donc ça, c'était l'aspect sédation. Finalement, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Juste un dernier petit message sur la sédation. On se rappelle que lors des soins de nursing, quand on voit que la compliance n'est pas bonne, que la pique monte, on anticipe ce phénomène-là et on ne laisse pas le patient pendant tout le nursing avec 25-30 de pique. On se rappelle que c'est la charge totale d'HTIC qui est pertinente sur l'outcome et l'agression cérébrale de nos patients. Il y a un grand sujet de débat avec des écoles différentes concernant la stratégie de transfusion des patients traumatisés crâniens graves. Il y a eu le sujet il y a quelques années pour les patients en réanimation chirurgicale cardiaque, où on est revenu à une stratégie restrictive, y compris en réanimation chirurgicale cardiaque, avec des patients qui sont coronariens, qui viennent d'être pompés, qui ont des réseaux coronaires qui ne sont pas forcément très, très sains.
Eh bien, chez le traumatisé crânien, il y a plusieurs études qui sont sorties sur ce sujet. Je vous présente ici un papier que j'imagine vous avez déjà vu, qui est l'étude Emotion qui est sortie il n'y a pas longtemps, en 2024, en juin 2024, et qui comparait une stratégie restrictive hémoglobine moins de 7 versus libérale moins de 10 chez des traumatisés crâniens qui avaient un Glasgow moteur inférieur à 4. Donc vous savez que c'était un des éléments prédictifs de l'HTIC, le Glasgow moteur inférieur à 4. Hein. Le score moteur est un des scores les plus pertinents quand il est d'évaluer le traumatisé crânien. Et leur critère de jugement principal était le GOS à 6 mois. Et donc on n'avait pas de différence sur le GOS à 6 mois, alors qu'il y avait authentiquement plus de transfusions dans le groupe libéral. Et vous voyez les différentes catégories de GOS sur le petit encart en bas à droite. Donc l'étude Emotion va plutôt assez clairement dans le sens de ne pas transfuser de façon libérale nos patients traumatisés crâniens. Puis après, il y a l'étude TRAIN qui, cette fois-ci, s'intéressait aux neurolésés plus largement, qui associait à la fois des AVC hémorragiques, des hémorragies subarachnoïdiennes et du traumatisé crânien. Dans mon souvenir, c'était quasiment un tiers les populations de ces différents malades. Il fallait qu'il y ait un Glasgow inférieur à 13, et là, c'était 7 versus 9. Et pendant 28 jours, il s'assurait que le patient avait soit plus de 7, soit plus de 9 d'hémoglobine. Et pareil, s'intéressait au GOS qui caractérisait de défavorable en le mettant de 1 à 5. Et là, donc vous avez la représentation schématique en bas. Et ici, les valeurs. C'était un peu plus nuancé, c'est-à-dire que... alors, attends, que je me remette dans le truc. Voilà, c'est ça. C'est du risque relatif, vous voyez que ça ne croise pas 1, donc il y avait une différence significative avec, sur l'ensemble de ces trois populations, AVC hémorragique, HSA, traumatisme crânien, plutôt un meilleur outcome neurologique avec une stratégie libérale, puisqu'il y a moins de unfavorable neurological outcome à 180 jours. Donc c'est quoi, c'est 6 mois, 180 jours? C'est la moitié d'un an? Ouais, c'est ça, c'est la moitié d'un an. Et puis, il y avait un paramètre qui sortait de façon aussi assez fortement, c'était la cérébrale ischémia, qui était à 8% versus 13% dans le groupe restrictif. Le truc, c'est que l'ischémie cérébrale n'était pas évaluée de façon objective sur des critères d'imagerie, par exemple, d'une IRM réalisée à 3 mois, mais c'était une évaluation subjective des investigateurs. Et puis, alors, sur l'ensemble des populations, acute respiratory distress syndrome ne sort pas là, mais alors ouais, si on regarde chacune des trois populations traumatisées crâniens, HSA et AVC hémorragique, bah là pour le coup, indépendamment chacune des catégories, il n'y en avait aucune qui sortait de façon significative, mais poulés les trois ensemble, ce qui était, bon, le schéma de l'étude, à la base c'était pour les trois ensemble, là c'était significatif sur le sens, un plus mauvais outcome sur une stratégie plus libérale. Vous voyez que sur les autres paramètres, il n'y a pas d'énorme différence. Et puis après, un peu plus tard, là c'est en 2025, en avril 2025, c'est relativement récemment, ils ont poolé un peu ces différentes études et d'autres qui avaient travaillé sur le sujet avant. Ils ont mis, et là, pour le coup, on parle de traumatisé crânien. Hein. Ils avaient 1500 patients et ils se sont dit moins de 7, moins de 9 pendant 28 jours, le GOS à 6 mois. Et là, il n'y a pas de différence sur le GOS à 6 mois quand on pool les différentes analyses. Et puis, alors c'est voilà, s'ils retirent une étude, leave one out, il disait que là, il y avait un endpoint principal qui était significatif, donc, mais il fallait retirer l'étude. Surtout, quand on regarde ici, la stratégie libérale était plus fréquemment associée à une agression respiratoire, acute respiratory distress syndrome, et puis évidemment, les patients recevaient plus de culots globulaires. En résumé, less is more sur la transfusion. Alors, être très en dessous de 7, c'est peut-être pas la meilleure des idées.
Mais transfuser plus les malades, c'est faire plus d'agressions respiratoires et c'est pas forcément associé à un meilleur outcome neurologique. Et on voit surtout que nos patients traumatisés crâniens, ils n'ont pas que le crâne qui est agressé. Et souvent, ce qui fait la différence, c'est quand on a le poumon qui parle à une semaine de leur TC. Et donc, d'ailleurs, on le voit, les patients qui ont des grosses rhabdomyolyses, où on est un peu agressif sur le remplissage en disant qu'on a une grosse rhabdomyolyse et un traumatisme crânien et un poumon, ce qui est finalement une situation assez récente fréquente chez nos patients. On voit que le poumon parle plus quand on est très agressif sur du remplissage vasculaire. De la même façon, la transfusion, on pourrait se dire, mais alors pourquoi n'est-il pas évident que transfuser plus les malades va leur faire du bien? On augmente le transport artériel en oxygène, pourquoi est-ce qu'il n'est pas évident qu'en fait on les améliore? Qu'est-ce qui ferait qu'on accepte des seuils transfusionnels qui seraient ceux d'un patient qui n'est pas agressé, c'est-à-dire 7 grammes d'hémoglobine? C'est quoi le souci de la transfusion? Je veux dire, au niveau cérébral, pourquoi ça n'a pas Bah, un ouais, bénéfice? au niveau systémique, mais c'est pareil au niveau cérebral. T'as des radicaux libres, On peut faire du trali. l'âme libre, une partie des globules rouges qui sont lisés dans la poche, on peut avoir Ouais. de l'âme libre. Il y a une partie, en fait, c'est qu'un culot globulaire, c'est pas du sang tout frais, tout beau qui arrive, c'est aussi un contenu en 2,3 DPG qui est pas normal. Je sais pas si vous avez vu ces séries de papier il y a, je sais pas, 1 an, 2 ans ou 3 ans, je sais pas, le temps passe vite. Il y avait des séries de papier sur est-ce qu'il faut administrer des culots globulaires frais, c'est-à-dire de donneurs qui l'ont donné dans les 15 jours ou plus anciens, avec la question derrière de le contenu justement de 3-DPG qui a la capacité qu'a l'hémoglobine à fixer l'oxygène, ce qui est peut-être un peu moins de lise. Voilà. Bon, finalement, il n'y a pas de différence. Moi, je m'attendais à ce qu'il y en ait une, mais finalement, il n'y a pas de différence. Mais donc, un culot globulaire, c'est pas du sang tout frais, tout beau. C'est de l'hémoglobine libre qui va notamment choper. C'est des très puissants chélateurs du NO. L'hémoglobine libre, on en parlait, je ne sais plus dans quel cours. Et donc ça, sur les petits vaisseaux, de l'hémoglobine libre, ça chope du NO, des petits vaisseaux, notamment les vaisseaux cérébraux, pourquoi pas les vaisseaux rénaux. Euh, ça, ça va vasoconstricter. Donc pourquoi pas générer de l'ischémie dans des zones qui sont peut-être un peu à la limite de j'ai de la vasoréactivité, très en distalité avec des petits spasmes. C'est toujours la même chose, hein, c'est pas les gros vaisseaux le problème, c'est ce qui se passe en distalité. De l'inflammation systémique, un risque infectieux qui serait peut-être un peu supérieur lorsqu'on transfuse les malades. Bon, ça c'est pour l'aspect transfusionnel. Pour ce qui est du contrôle cible de la température, là encore, bon, en neuroréanimation, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait en médecine, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup de choses qu'on fait et qui parfois n'ont pas un substrat scientifique forcément ultra solide. Mais encore faut-il savoir si les grosses études, notamment je pense à l'étude Eurotherm, qui était le gros papier d'il y a 10 ans maintenant, sur le contrôle cible de la température chez le traumatisé crânien, est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on fait? Est-ce que c'est vraiment nos malades? Euh, et une fois encore, le traumatisé crânien est tellement hétérogène d'un patient à l'autre que peut-être qu'une thérapeutique va s'appliquer à l'un et pas à l'autre. Donc pour reprendre les papiers sur le contrôle cible de la température, un des gros articles donc, publié il y a 10 ans dans le New England, c'était l'étude Eurotherm 32-35, où s'intéressait des traumatisés crâniens graves qui avaient de l'HTIC. Et il leur appliquait soit un contrôle cible de la température, mais sérieux, entre 32 et 35 degrés, soit standard treatment, et regardaient le gauze à 6 mois, et qui était moins bon dans le groupe contrôle cible de la température. Mais ils se mettaient entre 32 et 35 degrés. On ne met pas nos patients entre 32 et 35 degrés. Quand on fait du contrôle cible, parfois on fait juste la normothermie. Quand ils sont hyperthermes, parfois on les met normothermes. Et puis, parfois on est obligé de descendre un peu plus dans les paliers de température. Et au plus bas, on se met à 35 au plus bas. On va pas en dessous de 35, quoi. Et puis l'étude Polar, c'était du contrôle cible prophylactique. Pareil, c'était 33-35, DTC grave, mais pour le coup, il n'y avait pas forcément d'HTIC là. Et c'était NS sur le gauze.
Maintenant, quand bien même ces deux gros papiers ne montrent pas de différence pour des températures de la sorte, faire de la normothermie, on ne sait pas si c'est pas mieux pour nos malades. Faire une hypothermie un peu plus modérée, je ne sais pas si on peut faire l'analogie avec le post-arrêt cardiaque, mais faire de l'hypothermie un peu plus modérée, euh, titrer notre hypothermie un peu en fonction de la réponse voulue. Le but de l'hypothermie, pareil, c'est qu'on baisse le métabolisme. Ce qui à la fois pour le cerveau peut être intéressant, mais également quand on s'intéresse à un poumon qui devient malade, peut poser, être un sujet. Je peux te rappeler, je suis en plein cours. Merci. Euh, Quand on a le poumon qui commence à parler, qui développe de l'hypoventilation alvéolaire, de l'hypercapnie, ben, si ça s'intègre dans une stratégie globale avec en plus de ça une agression cérébrale, une compliance qui est vraiment, on est sur le genou de la courbe de Langfit, et le fait d'avoir un peu plus d'hypoventilation alvéolaire fait qu'on a un tout petit peu plus de vasodilatation et on part sur de l'HTIC, pourquoi pas faire du contrôle cible également pour baisser la VCO2, baisser la production de CO2, et ça on le voit bien. Ils produisent moins de CO2 quand on les met, quand on contrôle un peu la température. Qu'ils étaient hyperthermes, qu'on les met normothermes ou un tout petit peu hypothermes. Et ça peut nous permettre de gagner ce qu'il faut sans induire, parce que bah, c'est souvent des jeunes qui ont un métabolisme qui est un peu élevé. Donc parfois on est limité sur les fréquences, sur le volume. Ils commencent à développer de l'autopep. On n'a pas envie d'augmenter encore le volume minute. Et là, contrôler la température peut également être intéressant pour contrôler le CO2. Si ça permet également d'éviter de passer au palier supérieur, donc d'aller au thiopental, bah, peut-être qu'en fait là aussi il y a un intérêt à faire du contrôle cible de la température. Bon, le sujet c'est que ça expose le patient à plus de risques d'infection, notamment respiratoires, qu'on peut moins monitorer des paramètres tels que l'hyperthermie qui sont pertinents pour dépister typiquement les infections respiratoires. Bon. Et puis si on monte encore dans les paliers thérapeutiques et qu'on s'intéresse au thiopental, là encore les attitudes ne sont pas du tout identiques, même à Paris sur la place du thiopental chez le traumatisé crânien. Il y a des équipes qui ne vont pas faire de thiopental du tout. Une copine qui travaille au KB, ils ne font pas de thiopental. Et c'est vrai que c'est un médicament qui a énormément d'effets indésirables, et je pense que vous l'avez vu dans le service. Bon, ça entraîne une immunodépression qui est largement démontrée, notamment la mobilité des neutrophiles. C'est très vasoplégiant, c'est inotrope négatif, ça fait sur le plan métabolique rentrer le potassium dans les cellules, donc ça génère des hypokaliémies qui sont parfois profondes. Ça fait du diabète insipide. Bon, ça fait perdre l'autorégulation cérébrale en pression. Donc on va avoir une pique qui va être dépendante de la PAM. Et dans cette étude de la Cochrane Database, ça n'améliorait pas le pronostic des malades. Mais c'est le problème du TC, c'est que les TC sont très hétérogènes. Et faire du thiopental à tout le monde ou à personne, bah, en fait, évidemment qu'on ne fait pas comme ça. Et qu'on réserve le thiopental à des patients où toute la stratégie, toutes les paliers thérapeutiques qu'on vous a montrés jusqu'alors ont été en échec. Et que pour certains malades qui échappent à ces thérapeutiques-là, qui ont un pronostic neurologique eu égard aux lésions, à l'histoire, à la charge d'HTIC, à la prise en charge chirurgicale, qui est potentiellement bon, estimé par l'équipe de réanimation, et ben chez ces malades-là, nous, on pense qu'il faut leur faire du thiopental. Ça ne veut pas dire qu'il faut en faire à tout le monde. On limite parfois des patients sur le dernier palier qui est le pento, mais il y a probablement des patients qui peuvent en bénéficier. Et faire une étude avec suffisamment de malades pour montrer l'intérêt du thiopental dans cette situation, c'est difficile et ça n'existe pas. Ce qu'on sait, c'est que ça permet de contrôler la pression intracrânienne. Ça marche. Et on l'a tous vécu. Donc, au cas par cas. Et puis, alors ça, je le mets à la toute fin, c'est la place de la crâniectomie décompressive, quelque part comme, j'allais dire, presque traitement médical de l'HTIC, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lésion chirurgicale évacuable.
on risque ou on est dépassé par l'HIC du malade, on va lui faire un large volet de craniectomie. Alors, c'est plus les craniectomies bifrontales, c'est les micraniectomies larges comme on fait dans l'AVC malin. Et donc, il y a moins de patients qui meurent. Vous voyez très bien le groupe Surgical, c'est un New England de 2016, donc qui apparaît il y a quasiment 10 ans maintenant. Il y a moins de patients qui meurent, assez largement moins de patients qui meurent. Mais en fait, le bénéfice de ces patients qui meurent, c'est beaucoup plus de cette catégorie rouge, qui est état végétatif post-irrelationnel, et beaucoup plus de cette catégorie orange foncé. Donc, c'est des severe disability. Donc, en gros, on crée du post-irrationnel, de l'état de conscience minimal, en faisant de la craniectomie décompressive. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut jamais faire de craniectomie décompressive? Ben non, là encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais faire de craniectomie décompressive, mais qu'on le discute au cas par cas, qu'un sous-du aigu évacué qui risque de développer un gros œdème cérébral au décours, ne pas lui remettre le volet, c'est une stratégie qu'on pense nous intéressante. Il y a un papier qui s'intéressait à ce sujet-là, mais ce n'était pas spécifiquement sur ceux qui risquaient de développer de l'œdème et qui ne montraient pas de différence. Mais c'est un papier d'il y a, je sais pas, 3 ans, un truc comme ça, qu'on avait fait en biblio à La Réunion. Mais la population chez qui on pense que c'est intéressant, c'est ceux où il y a pas mal de contusions. C'est pas juste un sous-du, c'est quand il y a pas mal de contusions sous-jacentes. Parce que faire une craniectomie décompressive, c'est pas juste libérer de la, parce qu'il y a une plastie de dure-mère, hein, évidemment, parce que la dure-mère, si vous faites pas de plastie, ça sert à rien de faire la craniectomie. C'est que ça va générer de nouvelles lésions. À la fois, un patient qui a une craniectomie décompressive, vous modifiez complètement la physiologie du LCS, la circulation du liquide cérébrospinal est changée complètement, la perfusion corticale est changée, parce qu'en fait, tout a un intérêt. Le fait d'avoir une boîte crânienne qui est complète, ça crée aussi une meilleure perfusion corticale, et on le voit bien chez les patients qui sont craniectomisés, à qui on remet le volet, ils récupèrent souvent, ils progressent souvent quand on remet le volet. Parce qu'il y a une meilleure perfusion corticale quand on remet ça. Et puis la circulation du LCR ne se fait pas de la même façon. Il y a aussi les complications infectieuses qui sont fréquentes lors des craniectomies décompressives, fuite de LCR, et puis un peu plus à distance, mais c'était pas sur votre semestre, on en a eu un au semestre passé, les Sinking Skin Flap Syndrome, le syndrome du trépané. C'est un engagement lié à la fonte neuronale, et donc en fait le cerveau s'enfonce complètement dans la boîte crânienne, et ça peut faire de l'épilepsie, du déficit, et qui s'améliore quand on remet le volet. Donc bon, de toute façon, aucun des paliers thérapeutiques de la gestion de l'HTIC n'est quelque chose d'anodin, que ce soit la sédation, le contrôle de la température. Alors la DVE, j'en ai pas parlé là, mais voilà, c'est juste faire un petit tableau récapitulatif de la prise en charge de nos patients traumatisés crâniens graves. La prise en charge préhospitalière qu'on n'oublie pas avec hypotension et hypoxémie. La prise en charge chirurgicale qu'il faut discuter le plus tôt possible et en amont de toutes, et discuter à ce moment-là, pourquoi pas, l'absence de repose d'un large volet. Attention aux berges, hein, si on fait juste un volet de craniotomie qui aurait été celui pour l'évacuation du sous-du et qu'il y a beaucoup d'œdème en dessous, la protrusion du cerveau fait que vous allez avoir au niveau des berges de la craniotomie de l'ischémie cérébrale. Donc il faut faire de larges volets. Et puis le palier 1 et palier 1 renforcé, de la double de sédation, avec du propofol, du midazolam, et pourquoi pas de la kétamine, des opiacés. Le palier 2, c'est la DVE, même s'il n'y a pas d'hydrocéphalie visible. À partir du moment où il est techniquement possible de mettre une DVE, de gagner quelques millilitres, c'est toujours notre courbe de Langfit. On gagne quelques millilitres, et ça fait la différence, et ça peut permettre d'éviter de passer à des paliers ultérieurs. On place le contrôle cible de la température juste après la DVE, plutôt du 35-37. Évidemment, et puis dernier palier, le thiopatal, qu'on titre en IV pour avoir notre objectif de pic, et puis ensuite qu'on met en IVSE, en monitorant bien toutes les complications, notamment métaboliques, de ce thiopatal et infectieuses. Et puis en dessous, et de façon constante, le contrôle des axos, l'évaluation de l'autorégulation cérébrale en pression pour adapter la pression artérielle du malade en fonction de la vasoréactivité des vaisseaux cérébraux, le normo-pH, hein, absolument le normo-pH, la position de la tête, faire attention aux soins de nursing, le cordon de la sonde d'intubation, la mentonnière du pansement de tête qui ne comprime pas les jugulaires. Enfin,
tout un tas de petites choses, de soins infirmiers qui sont fondamentales dans la prise en charge de ces patients-là. Et vous voyez une petite flèche qui va à la fois à droite et à la fois à gauche, puisqu'on va incrémenter les traitements, puis ensuite revenir progressivement en arrière, et on coupe pas tout d'un coup. C'est pas à la pique est contrôlée, bon, on arrête le pinto, on retire la DVE, on arrête le contrôle cible de la température. On revient progressivement. Et quand ils sont sous thiopental, on arrête les autres, et qui sont imprégnés en thiopental, autrement dit qui sont en ivresse bilatérale, on arrête les autres hypnotiques pour ne pas payer les complications, notamment vasoplégiques, des autres hypnotiques. Ouais. Tu la places où la kétamine du coup En palier renforcé. Ah, tu la mettrais dans le palier. Ouais, palier renforcé, tu Parce peux. que c'est pas nos habitudes. Non, mais on en faisait. Ouais, alors si on arrive à s'en passer, eh ben, on s'en passe. Tu sais que des grosses doses de kétamine, tu as quand même de l'acétolyse. Mais c'est un outil dans notre arsenal thérapeutique. Parce que le jeune justement qui était passé en HTIC réfractaire, on n'avait jamais fait de kétamine. On a directement fait sur le ciblé Thio. Il était parti pour la DVE, mais jamais il a eu de kétamine. Okay. Enfin, je crois, hein, à ma connaissance. On discute au cas par cas, mais ouais. Pourquoi pas. 2 diapos sur le Doppler transcrânien. Le Doppler transcrânien, c'est un outil utile à la phase initiale et même par la suite de nos patients traumatisés crâniens. Quand on n'a pas encore de mesure de pression intracrânienne, ça nous permet d'avoir une estimation de y a-t-il de HTUC ou non. Je ne sais pas si vous vous rappelez, sur une des premières diapos de la première partie du cours, les signes cliniques et imagerie prédictifs de l'HTIC, les vélocités au Doppler transcrânien étaient celles qui étaient bien associées, plus par exemple que la réactivité pupillaire ou que le score de Glasgow à l'HTIC. Il faut savoir ce qu'on mesure. On ne mesure pas un débit. On soit bien au clair là-dessus. On mesure des vitesses de globules rouges. Pour avoir un débit, il faut avoir la surface de section du vaisseau. La surface de section de vaisseau, notre artère cérébrale moyenne, elle peut être variable. C'est pour ça qu'avoir une épreuve dynamique, typiquement tester, évaluer les vélocités cérébrales en fonction de différents niveaux de pression artérielle moyenne, ça c'est quelque chose qui est intéressant. Attention à ne pas se faire piéger. Alors, je vais quand même juste aller à la diapo d'après pour parler de l'index de pulsatilité. Vous connaissez ça par cœur, hein. L'IP, systole moins diastole sur la moyenne. Le gros intérêt, c'est de faire fi de l'angle ici. Je ne me rappelle même pas quel est le nom de ce signe grec. Bon, mais alors psi en majuscule dans ce cas-là. Bon, cosinus de l'angle d'insonation. Plus vous êtes dans l'axe du vaisseau, plus ce sera égal à 1, donc la valeur ne sera pas modifiée. Moins vous êtes dans l'axe du vaisseau, plus la valeur sera minorée. Donc vous ne pouvez pas surestimer la vitesse de déplacement des globules rouges en Doppler transcrânien. Et ces vélocités, elles dépendent de pas mal d'autres paramètres, notamment de la fréquence cardiaque. De la même façon que la pression artérielle diastolique dépend de la fréquence cardiaque, et bien la perfusion en diastole et donc les vélocités en diastole dépendent de la fréquence cardiaque. Une fréquence cardiaque basse va donner des vélocités diastoliques plus basses, donc potentiellement des index de pulsatilité plus élevés, parce que c'est vraiment ce rapport de vitesse. Évidemment le pH. L'hyperthermie augmente les vélocités. Bon, la PAM en fonction qu'on autorégule ou qu'on n'autorégule pas. Et puis, des médicaments qui vont faire perdre plus ou moins l'autorégulation cérébrale. Ça, vous connaissez par cœur. Donc, quand on est en aveugle, c'est un outil indispensable. Il ne faut pas qu'on perde de temps pour aller faire le scanner. Et donc, ce fameux cut-off de 1,4 d'index de pulsatilité qui serait associé à une baisse de pression de perfusion cérébrale. Voilà. Mais, alors, et ça c'est pas mal que cette diapo nous dise que l'IP supérieur à 1,4, c'est pas l'HTIC, c'est une baisse de la perfusion cérébrale. Puisque, comme je vous le disais un peu plus tôt, 3 à 4 exemples en tête de patients qui avaient une HTIC phénoménale, des 52 pics, qui se pressurisaient spontanément, qui avaient des Dopplers qui passaient parfaitement bien avec des IP, donc même des rapports de vélocité qui étaient parfaitement normaux. Et une autre patiente à Sainte-Anne à l'époque,
une tumeur cérébrale, une jeune qui n'était pas intubée et qui avait une tumeur qui, vous savez que les processus expansifs comme ça, qui évoluent progressivement, en fait, il peut y avoir des volumes intracrâniens qui sont colossaux avec tous les phénomènes, le LCA, la chasse de LCR, et puis le parenchyme qui va se faire, voilà, et qui sont bien tolérés, et parfois qui sont asymptomatiques. Et donc là, elle passait le moment où c'était plus gérable. Elle devenait un peu hypovigilante, le Doppler était parfaitement normal, et puis une demi-heure après, midriase bilatérale. Il suffit un tout petit peu d'œdème en plus pour. Donc attention à l'interprétation du Doppler transcrânien dans le cadre de l'HTIC. Là, vous voyez ici deux Dopplers avec des profils clairement résistifs. Hein. Vous avez un rapport, une vélocité diastolique à 19, une systole à 88, ça vous fait un IP à 1,9. Ça, c'était une HSA qui était en train de ressaigner devant nous. 5 minutes après, on a une absence de flux en diastole, puis un backflow avec une HIC réfractaire, une hypoperfusion cérébrale en lien avec une hypertension intracrânienne sévère. Et alors, une fois qu'on a notre capteur de pic, quelle est la place du Doppler transcrânien? Et là, tout dépend. Soit on autorégule, et la place du Doppler transcrânien, elle est quasiment nulle, si ce n'est d'être sûr que on n'a pas dépassé d'un côté ou de l'autre le plateau d'autorégulation. Mais le cerveau est perfusé, sauf à des PAM peut-être un peu basses. Et par contre, chez le patient qui suit un phénomène de Lund, ou le patient qui est sous thiopental, du coup qui a plus d'autorégulation cérébrale en pression, là, il faut lui faire un Doppler transcrânien 15 fois par jour s'il faut, pour guider notre pression artérielle moyenne afin de s'assurer d'avoir une perfusion en diastole qui soit supérieure à 25-30 cm par seconde. Donc chez ceux-là, il faudra en faire en permanence. Voilà. Ouais. Comment interpréter le Doppler transcrânien chez le sujet âgé? Il y a de l'athérome cérébral, ça existe, et en particulier plus fréquent chez les populations asiatiques. Ça fait que la compliance cérébrale est moins bonne, que potentiellement les vélocités diastoliques seront plus basses, indépendamment de toute hypertension, de toute baisse perfusionnelle. Donc il faut en être conscient. Et la clinique et encore la clinique. Il n'y a pas un TC qui se ressemble. On adapte nos traitements à un malade et pas à l'ensemble de la population, expliquant pourquoi est-ce qu'on va quand même faire chez certains malades du contrôle cycle de la température alors qu'on a Eurotherm qui nous dit qu'il ne faut pas le faire. La chirurgie en premier lieu, il faut monitorer la pique quand on ne peut pas évaluer le malade. On incrémente progressivement nos paliers, mais il faut être agressif pour ne pas laisser la HIC s'installer. Et puis, on retient qu'il faut beaucoup d'humilité, en neuroréanimation en particulier, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Parce qu'il y a des patients qui avaient du backflow et qui, en fait, vont s'en sortir sans séquelles. Parce qu'il y a des patients qui vont développer un œdème. J'ai plusieurs exemples en tête de patients qui ont un backflow et qui vont s'en sortir. En particulier des sujets âgés. Il y a des patients où tu n'imagines pas du tout qui vont faire de l'œdème et qui, de façon retardée, une semaine, 10 jours après, le coup de l'acmé de l'œdème à J3, si ce palier est passé, c'est bon, c'est bullshit. Franchement, on est surpris. En fonction il y a beaucoup de ruptures de barrière, il n'y a pas beaucoup de ruptures de barrière. Bon, donc de l'humilité avant tout. Ok ? Pas d'autres questions? C'est quoi ton ressenti avec les neurochirurgiens sur les indications neurochirurgicales? T'as l'impression que c'est très neurochirurgien dépendant. Le tout, c'est en relation de confiance avec eux. Et évidemment qu'on veut tous aller dans le même sens. On a une sensibilité qui est différente. Il ne faut pas oublier que ces neurochirurgiens, ils voient les patients après. Ouais. C'est eux qui les ont dans leur lit quand ils sont post-relationnels, qui ont les patients qui stagnent. Notre ancien patron Fabrice Cook disait que si une neuroréa ne génère aucun patient en état de conscience minimale, c'est ce que je disais PH la dernière fois, aucun patient post-relationnel, c'est qu'en fait on a été trop restrictif dans nos indications. Si à l'inverse, on fait que de faire des patients qui n'ont pas d'état de vie et de relation,
bah, c'est qu'on a poussé trop loin le truc. Donc il faut trouver le bon équilibre. Parce que j'ai l'impression que depuis le début, quand on discute avec les neurochir, et c'est à peu près clair, mais il doit y avoir des situations où peut-être que tu as Évidemment. envie de pousser, tu vas vous dire au Bien neurochir quand sûr. même, là faut y aller. Bah oui, bien sûr. Et là, on discute. Ouais, ok. Et puis, on essaie de donner des arguments. L'imagerie, c'est quelque chose de très important pour les neurochir, bah, pour nous aussi, bien évidemment. Mais pensons à comment est-ce qu'il a été initialement, comment est-ce qu'il a répondu à l'osmothérapie, comment sont les Dopplers quand il arrive, comment évoluent les Dopplers en fonction de l'osmothérapie, quelle est la valeur de la pique, le profil. J'ai vu ces derniers temps des collègues neurochir qui voulaient évaluer les réflexes du tronc chez le patient sédaté comme étant prédictif. Là, ça pour le coup, c'est pas quelque chose qui me semble Ouais, ça a pertinent. été fait plusieurs fois, Hein. effectivement. Donc ça probablement on oublie. Ok. Et ben bonne journée.